Ça y est, on est en live. Bonsoir Yann Godin, merci d'être avec nous sur Éthiquement Parlant. C'était important de t'avoir avec nous ce soir pour plein de raisons. Et d'abord pour ton histoire, l'alerte que tu as lancée, l'actualité et où tu en es toi aussi personnellement, parce que tu as quand même traversé un drôle de parcours. Donc il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, donc on va te représenter quand même. Je vais te laisser te présenter. Mais tu as lancé l'alerte en 2014 et depuis, ça a été compliqué. Mais d'abord, comment est-ce que tu es entré? À l'époque, c'était l'ANPE. C'était le 1er février 2006. Exact. Comment ça s'est passé, cette entrée? En fait, c'était in extremis pour moi, parce que j'arrivais en fin de droit. J'étais en fin de droit fin février. Donc j'étais à quelques jours de la fin de droit et pour moi c'était vraiment l'angoisse terrible. Donc j'ai connu aussi ce chômage-là où tu arrives vers le précipice, vers le minimum social. Et pour tout te dire, quand j'ai passé mon oral de concours à NPE, donc c'était début janvier 2006, quand je suis sorti de l'oral, donc le jury m'avait fait comprendre que c'était bon, que voilà, que j'aurais certainement une place. Et là, quand je suis sorti de la salle de l'oral, je suis tombé en larmes et j'ai chialé pendant sauvé. un quart d'heure. Réellement, hein, moi, je voyais difficilement ma vie possible avec 500 € par mois. J'avais des dettes puisque j'avais bricolé un petit projet d'entreprise et je m'étais attaché un pied. Voilà, donc j'étais sauvé le 1er février 2006, effectivement. J'entre à la NPE à Rennes. Et c'était ta conseillère à la NPE qui t'avait conseillé de t'inscrire au concours d'entrée. C'est ma conseillère à la NPE qui m'a sauvé la vie. Et après, tu as voulu sauver tout le monde, toi. Ouais, quelque part, mais je pense que c'est un peu lié. Je pense que j'avais été tellement traumatisé et tellement heureux quelque part de cette opportunité-là, in extremis, que j'ai voulu honorer derrière la mission, le contrat, la confiance quelque part qu'on m'avait accordée. Et puis, comme j'avais connu plusieurs périodes de chômage, mais différentes, j'ai eu des périodes de chômage confortables quand j'étais commercial, j'avais pas de difficulté à retrouver un travail, donc et puis j'avais plutôt des bons salaires à l'époque, donc de bonnes indemnités. Et puis j'ai connu ce chômage-là angoissant. Donc je voulais apporter le service de l'autre côté du bureau que j'aurais aimé recevoir moi quand j'étais demandeur d'emploi. Ben oui, en plus tu t'évoquais, j'avais entendu dire que tu avais besoin de trouver un travail qui faisait sens et un travail éthique. Et tu avais foi en ce job-là et en cette mission-là. Ouais, parce que si tu veux, entre le moment où ma conseillère NPE me parle du concours pour m'inscrire et puis justement cette entrée le 1er février 2006, donc il y a eu plusieurs mois de préparation avec des internautes. On se retrouvait tous les jours pour préparer le concours, l'écrit et puis l'oral. Et on se passionnait pour le métier, on découvrait plein de choses, on apprenait plein de choses. Déjà, en fait, je commençais à être formé déjà avant même d'entrer à la NPE. Donc oui, très vite, je me suis passionné pour ce métier. J'y ai vu plein de points communs avec mon ancien métier de commercial, mais pour le coup, là, réellement, au service du public, donc sans, je dirais, l'intérêt de vendre sa camelote. Voilà. Donc là, très vite, on te fait comprendre que tu en fais un peu trop. Ouais, assez rapidement quand même, effectivement. Voilà, je me suis vraiment lancé à fond. Je faisais beaucoup d'heures. À l'époque, on pointait pas, donc je faisais des heures supplémentaires gratuites. Moi, c'était une forme de bénévolat puisque je venais de passer un an bénévole dans une asso d'aide aux chômeurs. J'étais moi-même un chômeur qui aidait les chômeurs en 2005 avec Solidarité Nouvelle contre le chômage. Et du coup, quand je faisais des heures supplémentaires à NPE, pour moi, c'était du bénévolat. Mais bon, forcément, ça met toujours un petit peu la pression aux autres conseillers qui donnent pas autant au travail. Sauf que moi, voilà, je voulais pas, comment dire, je reprochais
pas à mes collègues de pas en faire autant que moi, d'autant plus que moi j'étais célibataire sans enfant, donc je comprenais parfaitement qu'une mère de famille pouvait pas rester trop tard le soir travailler. Oui, pour toi, c'était simplement de l'investissement, et de l'attachement, de l'implication. En 2009, tu te spécialises sur les droits des intermittents. Alors, Vraiment. en 2009, je rejoins l'équipe Culture Spectacle. C'est un vieux réseau, à l'époque, c'était encore la NPE, et c'est un vieux réseau qui date de la fin des années 80, le réseau ANPE Culture Spectacle. Et donc, je rejoins cette équipe-là à Rennes, et on s'occupait pas seulement des intermittents du spectacle, hein, il y avait les aussi illustrateurs, les peintres, ouais. donc, tous les artistes-auteurs. D'ailleurs, je suis depuis quelques jours artiste-auteur à mon tour. Félicitations. Merci, mais bon, c'est pas compliqué. Enfin, il suffit de s'inscrire sur Internet. C'est plus simple qu'une micro-entreprise. Mais comment dire? Donc, il y a ce public-là qu'on oublie souvent, qui est souvent un peu délaissé, livré à lui-même, sachant en plus que ce sont des gens qui travaillent pas en réseau, à contrario des intermittents du spectacle qui travaillent beaucoup en réseau. Les artistes-auteurs, ils sont tout seuls dans leur coin. Ils et puis souvent ils savent pas comment faire de l'argent avec leurs œuvres. Donc c'était passionnant de les aider justement à se professionnaliser, c'est-à-dire à retirer des revenus de leur création de peinture, de sculpture, d'illustration, etc. Alors en 2014, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un intermittent du spectacle qui me dit un jour, j'arrive en fin de droit et il paraît que il y a un petit quelque chose, une petite aide de 300 €. Alors je dis bon, je suis pas au courant, donc je me renseigne. Alors, je rappelle que je venais de la NPE, donc j'étais pas formé à l'indemnisation, hein, donc je connaissais pas tout de l'indemnisation. Donc je me renseigne et puis effectivement je découvre qu'il y a une aide de 300 € pour ceux qui arrivent en fin d'allocation, pour les intermittents du spectacle et même les allocataires au régime général. Par contre, je découvre que pour avoir cette aide, il faut remplir un dossier et que ce dossier, pour les intermittents du spectacle, il n'est pas renvoyé. Donc, évidemment, tous les intermittents du spectacle étaient privés de cette aide parce qu'on ne leur envoyait pas le dossier, alors que c'était une obligation pour Pôle emploi d'envoyer ce dossier, qu'il les générait automatiquement par le système informatique pour les allocataires du régime général. Donc là, il n'y a pas de problème, mais pas pour les intermittents. Donc, par la hiérarchie. On contacte le service concerné par la gestion des allocations pour les intermittents du spectacle qui nous dit non, effectivement, on n'envoie pas le dossier, sans explication. Donc on leur demande, on leur dit attention, il peut y avoir un risque de recours juridique sur un défaut d'information, puisqu'il venait en plus, là on était en 2014, en 2012, il y a une dame qui avait gagné au tribunal et ça avait été médiatisé parce qu'on ne l'avait pas informé sur une allocation spécifique un peu de pré-retraite. Du coup, elle avait obtenu le versement rétroactif de tout ce qu'on aurait dû lui verser si elle avait été informée. Donc, on leur dit la même chose à ce service, on leur dit attention, il y a un risque d'attaque juridique. Ouais. Donc, ils ont joué le jeu quelques mois, ils envoyaient le dossier au coup par coup et puis ils ont arrêté, sans raison. Et donc là, à un moment, je me suis dit, comme j'envoyais régulièrement des mails d'information à tous les intermittents de la Bretagne. Et ça, c'était en accord avec ma hiérarchie, elle était au courant. Donc j'envoyais des infos sur le marché du travail, sur des concours, sur des aides spécifiques, etc. Donc je me suis dit, je vais envoyer un mail d'information sur cette aide-là. Donc là, tu préviens les usagers Pôle emploi qu'ils ont droit à cette aide à ce moment-là. Le cas échéant, que s'ils arrivent en fin de droit, effectivement, il faut qu'ils demandent un dossier pour ensuite avoir droit à cette aide. Et là, ça m'a été reproché. J'ai eu immédiatement un entretien inopiné avec ma directrice départementale, ma N+3, qui s'est déplacée en agence sans prévenir et puis qui voulait me voir en bureau et puis qui m'a dit mais faut pas donner des informations comme ça aux intermittents du spectacle sur les allocations. On vous demande de ne pas le faire. C'est à Pôle emploi service. Alors, je dis, oui, mais on a un problème là. Je veux pas le savoir. De toute façon, c'est pas. Voilà. Donc, j'ai compris, en fait, à ce moment-là, qu'il y avait une volonté manifeste de continuer à priver les intermittents du spectacle de ce droit-là en Bretagne et partout en France. Ah ouais, du coup, après, ça dépend des agences, hein, évidemment. Elles sont, comme partout, elles fonctionnent différemment, mais il y a une volonté à. Toi, t'as mis en exergue le fait, t'as mis en exergue les droits, et c'est vrai que Pôle emploi, souvent, on est plus souvent au courant de ses devoirs.
Donc forcément, là, ça a touché, t'as touché à quelque chose. Et là, tu as même posé la question, tu as eu des questions de la part des peintres et des illustrateurs à savoir s'ils devaient déclarer leur vente. Là, tu as découvert ça aussi. Voilà, j'ai découvert ça aussi un petit peu. En fait, si tu veux, quand moi je suis arrivé dans l'équipe en 2009, j'ai commencé à avoir des questions d'artistes-auteurs qui me disaient qu'est-ce que je dois faire avec les revenus de vente d'œuvres. Est-ce que je dois les déclarer chaque mois à Pôle emploi? Donc je demande à ma chef, est-ce qu'on a un texte? Une législation, ouais. Non, 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 on n'a rien. Donc, on ne sait pas. Non, c'est pas. Alors, on leur dit de déclarer. Dans mon agence, on leur disait de déclarer. Dans d'autres agences, on leur disait de pas déclarer. Donc, ils pouvaient cumuler intégralement leur vente d'œuvres avec leurs allocations. Donc, ça allait pas du tout. On est en France, donc tout le monde doit avoir les mêmes droits. Donc, je demande à ma chef, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un tableau est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose quand même une réglementation, ouais, un truc. Réglementation. Donc, ça, c'était en 2009. Enfin, on est en 2010 plutôt. Et puis, 5 ans plus tard, toujours rien. Toujours rien. Donc, j'ai entrepris moi-même un travail de proposition réglementaire. Je me suis plongé dans le code. Tu as légiféré. Ouais, quelque part. Je me suis plongé dans le code des impôts. Voilà, j'ai consulté aussi tous mes collègues d'autres agences en France pour savoir comment ils faisaient, etc. J'ai essayé de trouver des sources d'informations aussi en interne. Et puis, j'ai proposé donc une réglementation et ça m'a été reproché là encore. On m'a dit, mais c'est pas toi. Tu parles. Mais le problème, c'est que personne ne le faisait. Donc moi, je veux bien, effectivement, c'est ce que je leur disais, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas à moi de faire ça. C'est à vous de faire Faites votre job, ouais. Et il faut le faire puisqu'il y a des gens qui ne savent pas, qui nous posent la question et qui ne savent pas. Et il y avait une égalité de droit puisque, encore une fois, hein, selon les agences, c'était pas la même règle. Et là, tu crées l'opération Père Noël. Oui, parce qu'en fait, du coup, une règle est arrivée, une instruction est arrivée de la direction générale, et l'instruction était très généreuse. Elle disait bon que tous les artistes-auteurs étaient exonérés de déclaration de leur revenu de vente d'œuvres chaque mois. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle une reprise de stock. Ce qu'on appelle une reprise de stock à Pôle emploi, c'est quand on change les règles, mais en général, c'est quand on doit récupérer de l'argent chez les gens. On va faire un tableau Excel, un ciblage, et puis voilà, comme ça, on demande un prorata, ouais. Et là, j'ai fait la même chose, mais plutôt pour rendre de l'argent aux artistes-auteurs. Donc, j'ai fait un ciblage, et puis un par un, je contactais les gens pour vérifier d'abord s'ils étaient bien artistes-auteurs. Et puis là, je leur disais, madame, monsieur, vous avez 3 000, 4 000, 5 000, 20 000 euros à récupérer. Il devait halluciner. Comment c'était accueilli comme téléphone de la part de Pôle emploi, ça? De la part de Pôle emploi? Ouais. Ah bah, c'était pas toujours très bien perçu. Et pour cause, la dame qui a récupéré 20 000 euros, ça a pris 1 an et demi. On lui disait de ne plus me parler, que je racontais n'importe quoi. On lui faisait des courriers avec des références juridiques qui faisaient sérieux, mais qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Donc elle, comme beaucoup, bah voilà, elle était impressionnée, elle voyait des références juridiques, mais elle n'allait pas vérifier sur Internet à quoi ça, pour voir à quoi ça correspond. Et là, en interne, ça se passe comment à ce moment-là? Parce que je sais que tu as été hué en réunion une fois. Enfin, comment c'est là que se déclenche le mécanisme du harcèlement, tout ça là? Ouais, ça c'est, on va dire, un peu du harcèlement horizontal de la part de collègues, si tu veux, qui soutiennent la direction, alors pour des raisons qui leur sont personnelles. Bon. Non, mais bon, voilà, comme il y a une prime et éventuellement chaque année une augmentation possible ou une promotion pour accéder à un poste, etc. Il y en a qui, voilà, choisissent de prendre le parti des décisions scélérates de la direction qui portent un préjudice aux usagers plutôt que de me soutenir dans le sens où je défendais les droits des usagers. Là, tu parles effectivement d'une réunion sur un sujet bien précis qui concernait que la Bretagne pour le coup en matière de financement de formation. Où on a violé, et aux dernières nouvelles d'ailleurs, en juillet encore dernier, on continuait à violer une convention qu'on avait passée avec le Conseil régional de Bretagne. Donc il se trouve que par ailleurs, moi je suis contribuable aussi pour l'argent. On risque de perdre Yann quelques secondes avec sa caméra. Alors, il va revenir. C'est normal, c'est la caméra de Yann.
Mais là, tu m'entends là, toujours. Je t'entends toujours. Alors, par contre, au niveau de la cam, c'est pas C'est terrible. reparti. Vas-y, Ouais. prends ton temps, c'est pas grave. J'avais oublié de vous prévenir que J'arrive pas à la débloquer. elle fait un peu grève, la petite caméra de Yann par moment. Elle est capricieuse. Elle est toute neuve pourtant, mais c'est mon ordi qui est pas assez neuf. C'est ton ordi qui est pas tout neuf. Ouais. C'est figé. Ouais. J'essaie de faire un petit. Vas-y, prends ton temps, c'est pas grave. Ça arrive. Ok, sinon je vais la rebrancher. Ça va, t'es figé en train de sourire, donc ça pourrait être pire. Parfois, on est figé comme quand on fait des grimaces et qu'il y a un courant d'air. Ouais, je m'en sors pas trop mal. Alors, je vais être obligé de débrancher la cam et la rebrancher. Vas-y, je t'en prie. Parce que là, on rentre dans la phase dure là, du lanceur d'alerte sur le terrain. On a besoin de tes éclairages. Voilà, il l'a carrément débranché, il va la rebrancher. C'est les aléas du direct, la clique. Tout est normal. Vive les médias indépendants. Alors, tac. Au moins, il n'y a pas de surprise. Voilà, hop, voilà, c'est réglé. Allez, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur, harcèlement, procédure disciplinaire, sanctions, arrêt maladie, tout le bazar. Ouais. Harcèlement crescendo. Ah là 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 là. Elle veut plus. Ah bah carrément, il est parti. Je vais attendre un peu avec vous. Trop de suspense dans ce live. On va l'attendre encore un petit peu. Je vais pas vous perdre quand même. Je vais lire vos coms. Parce que je peux pas les lire sur StreamYard. Ah bah non, je peux pas lire vos coms, le revoilà. Bon bah tant pis, je les lirai après le live. Bon, donc, alors, on rentre dans le dur, on profite comme tu as une caméra. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, donc le harcèlement est allé crescendo, hein, puisqu'il voyait que ils n'arrivaient pas à m'intimider, à me faire renoncer, parce que je relançais aussi dès lors que les anomalies n'étaient pas corrigées. Moi, je relançais régulièrement ma direction. Et puis dès lors que je découvrais de nouvelles anomalies, j'en informais ma direction et puis ils comprenaient que j'allais pas lâcher. C'était pugnace, ouais. Et ouais. Et moi, il était hors de question que je devienne complice de tout ça, que je sois corrompu. Alors oui, je l'ai payé du fait que j'ai pas eu d'augmentation pendant 6 ans. Donc j'ai été sanctionné déjà aussi par rapport à ça. Et puis j'ai eu des sanctions. Donc d'abord c'était des avertissements. Alors je vous passe aussi tous les entretiens inopinés que pour finir je refusais, puisque à chaque fois, enfin c'était des faits de délinquance managériale, hein, très clairement. Et donc j'ai eu une mise à pied en 2019 et puis pour finir un licenciement en 2020. Mais quelque part je m'y étais préparé naïvement. J'ai toujours espéré que ma direction puisse retrouver la raison. Et puis corriger les anomalies et puis peut-être même m'en féliciter, on peut rêver. Et la loi Sapin, toi, quand elle arrive en 2018, tu sautes dessus? Si tu veux, Pôle emploi est obligé de créer un service dédié de recueil des alertes, puisque la loi Sapin dit que tu dois commencer par dénoncer ton employeur à ton employeur. Donc, j'ai joué le jeu, hein. Il y a un service qui a été créé à Pôle emploi. Donc, il y a un monsieur qu'on a mis dans ce placard, dans ce service. Et donc, il m'a fait attendre plusieurs mois, il m'a fait lambiner pendant plusieurs mois, et puis évidemment, ça n'a rien donné du tout. Donc là, comme la loi dit, ensuite, tu peux passer à l'étape suivante de saisine de l'autorité administrative. J'ai écrit au ministère du Travail, qui m'a répondu très vite qu'ils n'étaient pas compétents et qui renvoyaient à Pôle emploi. Donc dès lors, j'ai compris qu'en fait, j'arriverais à rien. Les syndicats en interne à Pôle emploi ne suivaient pas non plus. Donc je me sentais comme enfermé dans ma boîte, au sens propre et figuré. Et puis là, je me suis dit, j'ai plus d'autre choix que d'informer le public par la médiatisation. Là, tu crées ton blog Mediapart. Ouais, j'ai quand même pris du temps. Il y a eu cette mise à pied en 2019 avec un arrêt maladie derrière de plusieurs mois. Et puis, quand je suis revenu de l'arrêt maladie, effectivement, j'ai bien relu la loi Sapin pour vérifier que tout était bon au niveau juridique pour que je puisse enfin révéler tout ça au public et que ça puisse bouger. Donc, j'ouvre un blog en novembre sur
Mediapart. C'est moi qui paye, donc les articles sont gratuits, mais c'est moi qui paye. Oui, bah, c'est le concept. Bien que je sois artiste-auteur, je ne suis pas encore payé pour ce travail d'information, de journalisme technique. Et effectivement, donc je commence à publier quelques articles fin novembre 2019. Début décembre, j'ai une première interview sur une radio locale. Jusque-là, ça a amusé mes collègues. C'était déjà, bon, il fallait que je demande aux collègues, bah, t'es au courant? Ouais. T'as écouté? Ouais, j'ai écouté. Bah, t'en penses quoi? Bah ouais, t'as raison. Effectivement, bah ouais, on le sait, tout ça, etc. Bon, il se passait pas grand-chose, en fait. Tant que ça restait sur une petite radio locale, etc. Bon. Et puis, ce qui a accéléré les choses, c'est l'article du Parisien, tout début janvier 2020. Là, carrément une page dans le Parisien. Et puis derrière, la tempête médiatique. Et là, ça a commencé à déranger à la fois mes collègues et puis surtout ma direction, évidemment. Et arrive là-dessus le confinement. Arrive le confinement, l'œil du cyclone. Moi, j'étais bien tranquille pendant ce temps. Plus de sollicitations médiatiques. J'étais chez moi, on me laissait chez moi. Moi, j'ai demandé à travailler. J'ai demandé à Pôle emploi à me fournir du matériel. On m'a refusé. Donc, on me payait à 100% chez moi, à rien faire. Donc, je culpabilisais par rapport d'abord à mes collègues qui, eux, continuaient à travailler. Et puis aussi, évidemment, par rapport à tous les soignants, les livreurs, toutes ces personnes qui, d'ailleurs, étaient payées bien moins que moi. Puisque quand je suis parti, je gagnais 2400 € net en moyenne par mois à Pôle emploi, plus 600 € de chèques vacances par an, plus 10 € de chèques restaurant par jour. Voilà, donc j'étais payé à rien faire pendant le confinement et je culpabilisais. Mais jusque-là, tout allait bien. Et puis, quelques jours avant la fin du confinement, je reçois un courrier et donc une convocation à un entretien disciplinaire préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Voilà, donc il n'y avait pas d'explication sur le courrier. Donc quand j'ai repris mon poste, j'ai immédiatement demandé mais qu'est-ce que j'ai commis comme faute que je devrais éviter de reproduire d'ici, parce que l'entretien n'était que 2 mois plus tard. Donc, je leur ai dit mais il faut m'expliquer ce que j'ai fait éventuellement comme faute pour pas que je la commette à nouveau d'ici l'entretien. Non, rien. On m'a dit venez voir votre dossier disciplinaire à la direction régionale, vous découvrirez. Bon. Surprise. Donc effectivement, je suis allé ouvrir ma pochette surprise à la direction régionale quelques jours plus tard. Et puis là, j'ai découvert que ce qui m'était reproché, c'était de rendre service à tous ces gens qui m'avaient sollicité depuis fin 2019, dès lors qu'ils m'avaient identifié par la médiatisation. Donc surtout à partir de cette fameuse page dans le Parisien, là, j'avais été bombardé de sollicitations, de gens qui m'appelaient au secours, qui étaient en difficulté. De toute la France, de toute pas la que France. de Bretagne. Et outre-mer, d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui m'était reproché dans le dossier disciplinaire. Il y avait plein de copies de mails, etc. Mais les mails n'avaient rien de problématique. Dans ma communication, tout était parfaitement professionnel. Mais ma direction estimait que je n'avais pas le droit de rendre service, d'informer, d'orienter des chômeurs qui n'étaient pas de Rennes. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de frontière. On est un service public national. Il n'y a jamais eu de frontière. On nous a jamais interdit. Par exemple, quelqu'un de Strasbourg rentre dans une agence à Rennes. On va pas le jeter dehors en lui disant dégage, t'es alsacien, t'es pas de chez nous, on te renseigne pas. Ben non, on rend service à tout le monde, peu importe le lieu. De toute façon, c'est interdit. C'est de la discrimination de ne pas rendre service à quelqu'un en fonction de son lieu d'habitation. Donc, il n'y avait pas de faute, du coup, dans mon dossier disciplinaire. Donc, moi, je leur ai posé plein de questions. Vas-y. Je leur ai posé plein de questions et puis ils n'ont pas répondu. Donc, voilà, c'est qu'en fait, il y avait pas de faute. Donc, ils me laissaient travailler et ils savaient que je continuais à rendre service à des gens. Donc, moi, je leur demandais, mais donnez-moi une référence qui m'interdit ça. Faut qu'on soit clair. Soit j'ai le droit, soit j'ai pas le droit. Et puis non, comme il n'y avait pas de référence, puisque j'avais pas l'interdiction de rendre service à ces gens, voilà. Et puis après il y a eu l'entretien disciplinaire. Le 7 juillet. Ouais, mais enfin c'était. Le 7 juillet, licenciement, faute grave, quoi. Alors l'entretien disciplinaire c'était le 30 juin, je crois. Non, le 23 juin, j'ai été auditionné par une commission paritaire le 30 juin. Mais tout ça, était de la pure formalité. Et puis, donc, le projet de me licencier était clair depuis longtemps. Donc, j'ai effectivement après reçu le 7 juillet
un courrier de licenciement rétroactif, puisque j'étais licencié depuis le 3. Depuis juin. Donc jeté comme un malpropre à l'américaine, you're fired. Donc sans indemnité, sans préavis, rien, licencié. Bon, heureusement, j'ai le droit aux allocations chômage, évidemment. Est-ce que tu as eu du soutien de la part des gens? Alors, ça dépend de qui on parle. Des usagers, des gens. Est-ce que tu as eu du soutien à ce moment-là de ta vie? Alors, j'ai eu beaucoup de soutien et ça m'a beaucoup aidé. J'ai reçu voilà beaucoup d'amour, je dirais, et ça m'a vraiment réconforté et conforté aussi dans ma démarche. Et puis j'ai reçu aussi beaucoup de soutien de collègues, des collègues que je connaissais déjà, et puis plein de collègues que je connaissais pas de toute la France. Voilà, oui, j'ai été très soutenu. Et ouais. Bah ouais, heureusement, parce que c'est compliqué. Depuis, alors tu parlais de créer une association. Tu continues à être conseiller bénévole. C'est fou. Ouais. Bah, à titre citoyen, moi, je continue à être sollicité par des gens qui sont en difficulté, qui n'y arrivent pas avec leur agence. Donc, je sais que si je leur réponds pas, personne les aidera. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai pas répondu encore à tout le monde. Il faut que voilà, je recontacte plein de gens parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Mais tu vis de quoi là, du coup? Je vis des allocations chômage. Voilà, donc j'ai perdu 900 € net par mois. Ouais, et bon, il faut après, voilà, il faut que je vois au niveau de mon loyer, tout ça, enfin comment je vais faire. Mais donc pour le moment c'est ça. Et puis j'envisage effectivement la création d'une asso avec d'autres personnes. Et pour début 2021, je pense. Donc pour continuer ce travail d'assistance aux usagers de Pôle Emploi, mais cette fois avec une petite rémunération, voilà, pour sécuriser ma situation, notamment d'ici que les prud'hommes voilà, se prononcent, parce que j'ai même pas engagé encore la procédure au prud'homme. Dès lors qu'il y avait une procédure en diffamation qui était urgente, puisqu'il y avait un délai de prescription de 3 mois, hein, puisque autant je te disais, je m'attendais voilà, au licenciement, je l'avais imaginé, je l'avais envisagé. Mais par contre, je m'attendais pas à la diffamation là en juillet. Je sais pas ce qui lui a pris au directeur régional. Il a dû se lever un matin, il a pété un plomb. Et ça s'est traduit comment, cette diffamation? Eh ben, il a été raconté n'importe quoi aux médias, et notamment à l'AFP. Il a été raconté que j'étais un collègue qui avait très souvent des altercations très vives avec mes collègues en agence, que j'enregistrais mes collègues, que je les menaçais, que je transformais leurs propos. C'est à peine s'il n'a pas dit que je mangeais des poulets crus à la cantine et puis que je me baladais tout nu dans les couloirs. Il a fabriqué ta faute grave. Oui, mais en fait, justement, il était interrogé par les médias sur mon licenciement, mais plutôt que d'expliquer les éléments qu'il y avait dans mon licenciement qui, justement, c'était difficile à expliquer puisqu'il n'y avait pas de faute. Ils avaient fait un dossier de 100 pages, une lettre de licenciement de 4 pages, donc ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et en réalité, tout ça a été fait pour masquer le vide. Et ça n'était que des reproches sur des actes métiers, des actes techniques, comme quoi je n'avais pas le droit de rendre service à ces gens de toute la France. Et au lieu de ça, il a été inventé un personnage. Il a été me faire un portrait dégueulasse et qui a circulé un peu dans toute la France, puisque la dépêche AFP a été reprise par plein de titres de quotidiens régionaux. Et voilà, donc là j'ai engagé une procédure en diffamation. Donc hier il y avait une première audience, mais c'était une audience un peu préalable, administrative. Donc on m'a demandé de verser une caution, une garantie de 500 € au cas où le tribunal estimerait que c'est une procédure abusive, donc ça c'est normal. Donc heureusement il y avait une cagnotte qui m'avait été ouverte et j'avais pu récupérer avec cette cagnotte 900 et quelques euros. Donc ça va m'aider à payer cette consignation au tribunal. Et puis l'audience, le jugement, le procès est le 9 février. Donc ça va aller assez vite en fait. Il y a des collègues qui ont participé à ta cagnotte, des ex-collègues? Alors une collègue retraitée, oui. Je réfléchis, je crois qu'il y a une ou deux collègues. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de monde à y contribuer. Bon, elle avait été présentée un petit peu comme si je m'occupais uniquement des intermittents du spectacle, alors que ça n'a jamais été les arts et spectacles que 50% de mon activité. Donc,
Voilà, donc peut-être plein de gens ne se sont pas sentis concernés, je sais pas. Enfin, bref, mais c'était déjà très bien, 900 euros. Mais c'est vrai que quand je vois mon camarade Anthony Smith, l'inspecteur du travail, là, qui a été sanctionné pendant le confinement parce qu'il avait engagé une procédure contre une entreprise qui ne respectait pas les précautions sanitaires. C'était complètement ubuesque là aussi, encore de la délinquance hiérarchique. Et lui, par contre, il a eu une cagnotte, il a eu 15 000 euros, je crois. Ouais. Donc, bon, bah voilà, là, ça aide beaucoup pour les frais juridiques, etc. Et puis, compenser. Là, pour les prud'hommes, tu penses en partir pour un chemin de croix, là, quand même? Ça peut durer, oui, là, faut pas rêver, ça peut durer des années. Hein, Est-ce que ça pourrait faire jurisprudence, là, ce qui… Oui, bah évidemment, c'est pour ça que moi je prends le temps avant d'engager cette procédure pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est un dossier très épais, notamment sur la partie harcèlement. Il faut remonter jusqu'à 2014, donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de mails, etc. Et donc il faut que j'arrive à synthétiser tout ça, à la fois pour mon avocate et puis évidemment pour les juges. Donc c'est un gros travail et je veux pas, comment dire, que ce soit très bien fait parce qu'effectivement derrière moi il y a c'est un procès un peu pour l'exemple par rapport à tous les gens qui subissent comme ça des représailles, tous les lanceurs d'alerte. Je pense à Denis Breteau de la SNCF qui lui-même avait subi un licenciement bidon et qui a été réintégré ensuite par les prud'hommes en référé. Et donc justement au sujet de la réintégration, eh bien il faut que je me décide au moment d'engager la procédure. Est-ce que je demande la réintégration ou pas? Alors je te pose la question. Alors, comme j'ai répondu hier à Ouest France à la sortie de l'audience tribunal, si tu veux, il y a du pour et du contre dans les deux sens, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de changement de direction, je vais me retrouver avec les mêmes personnages, les mêmes délinquants, hein, et bah, évidemment, je risque encore, et peut-être de plus belle, des représailles à nouveau. Du harcèlement, comme Denis Breteau, il a été réintégré à la SNCF, mais dans un placard. Hein. Oui, non, et ces hiérarchiques sont des gens moins qualifiés que lui. Enfin, tout est fait pour le faire craquer, hein, parce que évidemment sa direction a été forcée de le réintégrer. Il n'en voulait absolument pas, puisque voilà, garder un lanceur d'alerte, c'est prendre le risque qu'il découvre encore de nouvelles choses et qu'il révèle encore de nouvelles choses. Donc moi, évidemment, si je suis réintégré avec les mêmes personnages, ben, je m'attends pas à quelque chose de fabuleux en termes de conditions de travail et donc ma santé pourrait en reprendre un coup. Maintenant, mais voilà, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas s'il y aura une alternance en 2022. Je l'espère, je le souhaite, mais s'il n'y a pas d'alternance, on risque de garder le même directeur général à Pôle emploi, Jean Bassère, qui est un ami de Macron, qui a été le supérieur hiérarchique d'Emmanuel Macron d'ailleurs, hein, Jean Bassère. Voilà, c'est la question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, parce que ce qui t'est arrivé, ok, on va dire, admettons, le directeur de l'agence Pôle emploi est un délinquant, admettons. Ceci dit, toi, tu as travaillé sur tu as carrément légiféré, tu as fait une proposition. Donc, ça veut dire que c'est la haute direction de Pôle emploi. Je veux dire, les directeurs d'agence reçoivent des directives. Ils ont eux-mêmes une hiérarchie. Donc, cette volonté manifeste de ne pas vouloir donner les informations de ce que Pôle emploi doit à ses usagers, elle vient d'où? Voilà, tu l'as un peu dit avant, mais… Alors d'abord, j'ai pas légiféré du tout hein, à Pôle emploi. Non, mais t'as mis le doigt sur le fait qu'il manquait un document qui permettait de… Mais l'instruction, elle a fini par arriver. L'instruction, elle est arrivée d'ailleurs, ouais. Elle est arrivée. Alors, elle n'a jamais été publiée au bulletin officiel. Bon, c'est encore un autre sujet un peu technique, mais en tout cas, elle est arrivée et elle définit quelque part une règle pour tout le monde à Pôle emploi. Donc moi, je me suis simplement, j'ai révélé des choses très factuelles. Hein, sur mon blog, je donne beaucoup de liens pour vérifier les textes, etc. C'est pas un blog d'évaluation, c'est pas un blog d'opinion. Hein. Et la direction de Pôle emploi n'a jamais contesté mes révélations. Hein. Et elle ne peut pas, de toute façon, puisqu'il y a toutes les preuves. Il y a des milliers et des milliers de gens concernés. Donc, voilà, elle ne peut pas nier qu'elle a effectivement donné des consignes frauduleuses qui ont porté préjudice à de très nombreuses personnes, parfois sur de très gros montants. Elle ne s'est jamais expliquée et personne n'a demandé à la direction de s'expliquer. Hein. Et moi, j'ai pas les moyens.
Et moi, j'ai pas les moyens d'investiguer, j'ai pas les moyens évidemment d'auditionner qui je veux, tous les cadres et le directeur général. Donc, je ne peux pas te donner d'explication sur tout ça. Pourquoi à un moment il y a une consigne comme ça qui correspond pas à la loi et qui est envoyée aux agences, et pourquoi ensuite pourquoi elle est relayée, pourquoi elle est entretenue, et pourquoi quand on signale qu'il y a une anomalie qui porte préjudice, il ne se passe rien. J'ai écrit un article pour présenter 7 hypothèses, qui correspondent d'ailleurs à peu près aux 7 péchés capitaux, avec certaines hypothèses qui reprennent l'intitulé même des péchés capitaux, comme l'orgueil, la paresse. Mais ce ne sont que des hypothèses. Moi, je ne suis pas un complotiste. Je n'affirme rien. Tant que je n'ai pas de certitude, je ne peux pas dire… Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça pose question. C'est pas pour se poser question et garder son esprit critique, c'est pas être complotiste. C'est que Pôle emploi, c'est une assistance à des personnes qui sont en recherche de travail ou qui sont… Voilà, on connaît très bien cette structure. À partir du moment où il y a un conseiller de qualité comme toi qui dit « Attention, j'ai trouvé des solutions », ça devient aidant, qu'il y ait des directives qui pousse jusqu'à du harcèlement pour toi, du licenciement pour faute grave pour toi, et que celui qui a la tête de Pôle emploi est un ami d'Emmanuel Macron et que tu espères qu'il n'y a pas d'alternative en 2022, c'est pas une question de complotisme, c'est une question… Alternative. Que tu espères qu'il y ait une alternative. Oui, merci. Pardon, voilà, fatigué. Ça, c'est pas du complotisme, à un moment donné, c'est simplement, c'est normal quand on vit ça, de se questionner sur… c'est comme un manifestant quand il est face à quelqu'un de violent, des forces de l'ordre, de se dire il obéit à qui. C'est normal, on a tous besoin. Je vais être très clair, j'en ai discuté avec Maxime Nicole d'ailleurs il y a 10 jours. Il y a le fait de se poser plein de questions, et ça c'est très sain, et ça c'est pas complotiste. Le fait d'imaginer des hypothèses, et pourquoi pas, il n'y a pas de problème, c'est pas complotiste. Mais le fait d'avoir des certitudes sur des choses qui ne sont pas… Non, ça tu peux pas. Eh ben, on est bien d'accord. Donc moi, j'ai des certitudes sur des faits qui sont avérés, je les ai révélés. Voilà. Après, je connais la machine, je connais la boutique, donc je peux émettre des hypothèses probables. J'ai même pas, parce qu'en fait, la direction de Pôle emploi, au niveau régional d'ailleurs, je me demande pourquoi on a interrogé que la direction régionale et pas la direction générale. Mais au niveau régional, la direction s'est défendue d'une seule chose. Elle s'est défendue d'avoir mis en œuvre un système organisé. Autrement dit, un grand complot. Enfin, voilà. Et elle n'avait même pas besoin de s'en défendre puisque je ne l'ai jamais attaqué là-dessus. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais été une hypothèse. Moi, je ne suis jamais allé jusque-là parce que ça ne me paraît pas probable du tout qu'il y ait une grande stratégie de spoliation et dont tous les cadres seraient au courant, y compris les chefs d'équipe en agence. Non, c'est absolument improbable. Mais c'est une hypothèse, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est de l'ordre du fantasme. Oui, non, mais après, là, ça en part dans des sphères. Quand on parle du réel, c'est différent. On a un circuit de décision et surtout un circuit fort d'application, d'obéissance hiérarchique. Moi, mon directeur d'agence m'a répété plein de fois, moi, j'obéis à la hiérarchie. Et puis moi, je lui répondais, oui, mais moi, j'obéis à la loi, et la loi, elle est au-dessus de la hiérarchie. Donc, si la hiérarchie n'obéit pas à la loi, moi, je ne peux pas obéir à la hiérarchie. Et puis, lui, il me répondait, on avait un dialogue de sourds, oui, mais moi, j'obéis à la hiérarchie. Ouais, mais donc, je me pose pas de questions. Et lui, il me répondait, moi, je suis pas juriste. Des fois, je lui disais, mais va voir tel article du Code du travail. Il fait une ligne. Et tu as le matériel intellectuel quand même pour comprendre ce qui est dit. Non, je veux pas regarder ça. Je veux pas regarder, je suis pas juriste. Moi, je fais confiance à ma hiérarchie. Mon directeur d'agence, qui doit être payé, je sais pas combien vous le payez, on le paye. Ouais, en plus. Mais c'est normal d'avoir, enfin, c'est normal, c'est naturel plutôt d'avoir confiance en sa hiérarchie. Je veux dire, quand on arrive en entreprise, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis, je fais partie d'un système qui fonctionne comme ça, qui est plus ou moins éthique. Parfois, tu as quitté ton job de commercial pour des raisons éthiques. On peut s'en aller quand ça fonctionne pas, etc. Mais au départ, quand tu en rentres, c'est normal. Enfin, c'est légitime. Sinon, tu vas pas. Donc après, c'est les poupées russes. Tu vas de surprise en surprise jusqu'à ce que ça craque. Moi, je te confirme que j'étais évidemment très dérangé, très mal à l'aise de découvrir que j'étais dans une grande institution où il y a des millions de gens qui sont inscrits et puis qu'on porte des préjudices comme ça, qu'on spolie les droits
de mes concitoyens, quand j'ai découvert ça, évidemment, moi j'étais moi-même très mal à l'aise, d'autant plus que je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien dire parce que d'abord, il fallait que, et c'est normal que je vérifie si c'était une anomalie ou si ma direction le savait et voilà, ne voulait rien changer. Et puis aussi parce qu'il n'y avait pas de protection des lanceurs d'alerte encore en 2014. Donc, il n'y en a pas tellement plus, hein, parce que lanceur d'alerte, il y a du boulot. Une petite pensée à Julian Assange, en passant, toujours. Et aujourd'hui, quel message tu pourrais faire passer ou tu aurais envie de faire passer à tous les usagers de Pôle emploi qui galèrent, à part t'appeler parce que tu dois être débordé, mais… Alors, le message, c'est vraiment, là pour le moment, les services de Pôle emploi ne sont absolument pas sécurisés. Il y a toujours beaucoup d'erreurs au quotidien qui sont faites, qui sont dites. Et c'est pas la faute des conseillers, hein, c'est qu'on leur donne pas les moyens, c'est la faute du management qui fait pas ce qu'il faut en matière d'information interne, en matière de formation. Donc il y a beaucoup d'erreurs au quotidien et donc qui portent préjudice. Hein, donc il faut vraiment être très prudent. Et puis il y a pire que des erreurs, il y a carrément des pratiques frauduleuses. Hein, donc quelque part j'ai envie de dire c'est dur, mais j'ai envie de dire il n'y a pas que de la médiocrité, il y a aussi de la malveillance. Hein. C'est ça Pôle emploi aujourd'hui. Et encore une fois, moi je pense à tous mes collègues qui pour beaucoup sont en souffrance, sont évidemment parfaitement au courant de tout ça et ne peuvent rien faire. Et puis c'est un petit peu comme dans la police, hein. Moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que si un conseiller l'ouvre trop, eh bien il va y avoir des collègues qui vont se montrer complices avec la direction pour des intérêts personnels. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Hein. De la corruption pour avoir une augmentation, de la corruption pour avoir une promotion, de la corruption affective aussi, de la corruption pour avoir tout simplement l'amour ou l'amitié. La reconnaissance, ouais. Voilà. Mais tout ça, c'est de la corruption. Hein. Et voilà, il y a plein de gens qui jouent cette carte-là, la carte des intérêts privés, particuliers, individuels, plutôt que d'être un bon citoyen, honnête, rigoureux, bienveillant. Et si possible dévoué. Voilà, donc c'est comme dans la police en fait. Hein. Il y a des conseillers Pôle emploi qui se sentent seuls, qui sont en résistance, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui se cachent, qui ont le sentiment de s'exposer à un danger, puis ils ont raison, parce que c'est pas qu'un sentiment. J'en suis la preuve vivante. Et d'ailleurs, on m'utilise à Pôle emploi comme épouvantail. J'ai entendu cet été qu'une directrice de Lyon avait dit à une conseillère, attention, si tu veux pas finir comme Yann Godin, t'as intérêt à fermer ta gueule. Donc, utilisé malgré moi comme un épouvantail. Donc, mais heureusement, oui, moi je suis en lien avec plein de conseillers encore en poste, qui sont des conseillers résistants, avec qui on partage les mêmes valeurs, la même vision du métier de conseiller. Et puis, on attend qu'une chose, c'est que cet établissement évolue et devienne une fierté nationale au lieu d'être une honte nationale. Merci pour ton témoignage. Tu vois, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de coupure caméra de deuxième coup. C'est pas terminé. Elle a tenu bon. Non, mais ça va, ça tient bon. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors là, aujourd'hui, avec l'actualité, évidemment, tout ce confinement et tout ce désordre pour les travailleurs, et donc Pôle emploi risque d'être extrêmement sollicité. Est-ce qu'ils sont prêts en interne pour accueillir cette vague-là de travailleurs ouais. Hélas, ça risque d'être pire dans les mois à venir que ça l'était jusque-là. Et pourtant, il y a des gains de productivité, justement, par une plus grande rigueur dans l'information donnée, par une plus grande précaution dans l'information donnée ou dans le traitement des dossiers, parce qu'on évite derrière des problèmes et des gens qui multiplient les requêtes, qui passent plein de fois en agence, qui passent plein de coups de fil, qui envoient plein de mails. Parce que là, il y a un problème de présentiel avec le confinement aussi. Ouais, pas tant que ça. Si j'ai bien compris, là, les agences restent ouvertes. Hein, et il y a pas mal d'agents Pôle emploi qui sont en agence, qui ne sont plus uniquement en télétravail. Ouais. Il se trouve que pendant le premier confinement, on n'a jamais été aussi à jour du traitement des requêtes, des demandes. Ça, c'est important d'en parler en termes de retard. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est le rythme? Bon, toi, là, tu n'y es plus, mais tu es en contact et tu t'exerces le même métier. D'ailleurs, tu as cette phrase qui est jolie.
tu dis avant, je travaillais chez Pôle emploi, maintenant je travaille sur Pôle emploi. Donc, tu sais ce qui s'y passe quand même. C'est assez inquiétant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de Pôle emploi là, dans les journées qui arrivent, les mois qui arrivent. 7 millions d'inscrits à ce jour. Voilà, 7 millions, c'est énorme. Souvent, on prend que la catégorie A en France métropolitaine. Mais si tu prends toutes les catégories sur toute la France, il n'y a pas de raison qu'on exclue les ultramarins, on est à 7 millions déjà de Français qui sont inscrits actuellement à Pôle emploi. Donc là, ça risque d'augmenter. Hélas. Donc, ouais, hélas. Comment donc là, tu disais qu'ils n'étaient pas équipés. Alors, ils ne sont pas équipés comment? C'est-à-dire matériellement, techniquement, comment, en nombre, qu'est-ce qui manque là à Pôle emploi pour que ça un système intranet fiable, notamment pour trouver les bonnes infos très vite, des infos réglementaires, etc. Ça manque clairement. Aussi, peut-être une manière de travailler légèrement différente, s'assurer que quand on traite une demande, qu'elle soit définitivement traitée, autrement dit, qu'elle soit parfaitement bien traitée et qu'il ne va pas y avoir derrière de recours, etc. Enfin bref. Voilà, puis après, c'est une question de priorité aussi. Voilà, enfin bon, je vais pas refaire Pôle emploi ici. Et encore une fois, c'est pas. Moi, j'ai plein d'idées et je serais très heureux de rejoindre le ministère du Travail pour participer, pour une mission de quelques mois, pour participer à la réforme de Pôle emploi. J'en serais vraiment très heureux. J'ai plein d'idées pour faire évoluer la machine et pour le plus grand bien à la fois des conseillers et des usagers. Peut-être un petit peu moins des cadres, en tout cas des cadres malfaisants à qui j'ai eu affaire. Mais voilà. Mais pour le moment, mon objet, c'est de porter assistance, de servir de sparadrap quelque part. Et mon asso, c'est ça, c'est une asso sparadrap qui aura pour objectif de disparaître. Le jour où Pôle emploi fera parfaitement bien son travail partout en France, il n'y aura plus besoin, moi je pourrais passer à autre chose, il n'y aura plus besoin comme ça de porter assistance à des gens qui se trouvent en difficulté, qui se trouvent spoliés, pour certains d'aller au tribunal, ce qui n'est pas simple. Donc je compte aider aussi les gens dans leur recours judiciaire, trouver un bon avocat, éventuellement, bon ça dépendra après de l'argent que pourra avoir l'asso, et les gens payer, ceux qui n'ont pas le droit à l'aide juridictionnelle, notamment de les aider à payer leurs frais judiciaires, etc. Et puis on devrait normalement, enfin on attend un arrêté du Pont-Moretti, mais on devrait normalement avoir beaucoup plus de transparence dans les mois qui viennent sur les décisions des tribunaux et en particulier du tribunal administratif, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc on devrait avoir plus de visibilité sur, je vais être très clair, sur tous les procès perdus par Pôle emploi. Oui. Savoir, voilà, pour prendre connaissance de la problématique de la personne et savoir voilà, ce qui est transposable pour un autre usager qui se retrouverait dans la même situation, tant que Pôle emploi ne comprend pas qu'on leur demande, on les paye pour respecter la loi, pour respecter les droits des usagers. Voilà, on leur demande, Pôle emploi nous appartient. Hein. Tous les cadres de Pôle emploi sont nos employés. Hein. Et donc on leur demande de respecter la loi et puis et ne pas faire la loi eux-mêmes comme bon leur semble. Voilà, j'ai révélé notamment récemment qu'il y a des réunions qui concernent les intermittents du spectacle, hein, qui sont les intermittents du spectacle, ils sont 120 000 indemnisés, plus tous ceux qui ne sont pas encore indemnisés, ça doit faire un peu plus de 200 000 personnes. Et ben, il y avait des réunions entre des partenaires syndicaux, des réunions un peu secrètes, et Pôle emploi, où se prenaient des décisions, et ceux, sans prendre en compte le cadre légal, ont décidé d'infraction. Alors ici, ça pouvait être un cadeau fait aux intermittents, et puis en contrepartie, évidemment, j'imagine que Pôle emploi devait se permettre de les faire taire en leur disant on vous a accordé ceci, donc là-dessus, vous ne nous embêtez pas. Enfin, bon, on n'est plus du tout en France. Là, ouais, on n'est plus dans un cadre exemplaire du tout. J'ai une dernière question pour toi qui relupine un peu. Est-ce que tu as des regrets? Absolument pas. Non, parce que je n'aurais pas pu faire autrement. Je n'aurais pas pu faire autrement. Moi, je ne pouvais pas travailler, encore une fois, en étant complice de ces choses-là. Donc, non, j'ai aucun regret. Non, puis j'ai eu le temps,
évidemment, en 6 ans, justement, de réfléchir et puis de craquer face au harcèlement, aux pressions, à l'intimidation. Non, j'ai toujours choisi de me sacrifier. Voilà, après, ça peut paraître curieux. On peut se demander, mais quel est son intérêt personnel à lui? Il n'y en a pas. Mais bravo, tu ne changes rien. Merci beaucoup pour tout, Yann. Moi, ce que j'aurais aimé, s'il y avait des questions Il n'y en a pas eu, sinon elles auraient été relayées. Peut-être qu'on peut les solliciter. Voir ce qui... Attends 2 minutes, je reviens, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais les lire déjà pendant que je suis seul. Non. Où peut-on trouver les infos sur nos droits si Pôle emploi ne nous dit pas tout? Alors, donc il y a mon blog sur la plateforme Mediapart. Vous tapez Yann Baudin, Pôle emploi, par exemple, sur Google. Et tous les articles sont en accès gratuit. C'est moi qui paye. Vous trouvez déjà des articles thématiques et vous avez plein de liens Internet pour vérifier les informations, pour aller voir dans les textes. Puisque Maud me demandait tout à l'heure un conseil pour les usagers. Un bon conseil, c'est d'essayer de lire les textes de référence juridique. Ils sont pas si compliqués. Voilà, et surtout, là, vous avez dans les textes vos droits. Il y a donc Pôle emploi, il y a mon blog Mediapart, par exemple, pardon. Je pense que je ferai une déclinaison Facebook de tous les articles, et puis donc il pourrait y avoir une interaction. Voilà, mais pour bien connaître ses droits, effectivement, il faut se faire aider et puis bien lire les textes. Et surtout se méfier, tant que tout n'est pas sécurisé. Donc, info, j'ai pas suivi le sujet, ok. Ok, McDo, c'est un peu bizarre, je me retrouve tout seul. Houston. Houston. Donc, Maud a disparu. Bon.